Bonjour à toutes et à tous, une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE Télévision. Merci de rester fidèles au rendez-vous hebdomadaire. 3 grands événements ont retenu l'attention et ont partagé les gros titres tout au long de la semaine qui s'écoule. En effet, le jeudi dernier, la crise de leadership que traverse le Parti social-démocrate PSD a connu une autre tournure. Le président du tribunal de première instance de Cotonou a rétracté l'ordonnance qu'il avait rendue. Pour mémoire, cette ordonnance interdisait à Emmanuel Gollo et à ses militants l'organisation du congrès extraordinaire. La décision du président du tribunal fait suite à une requête des avocats du camp Gollo qui ont sollicité de sa part la rétractation de la dite décision. Les Indo-Pakistanais détenus dans une affaire relative à la découverte de 54 kg de cocaïne dans leur conteneur au port autonome de Cotonou ont bénéficié d'une relaxe lors du verdict de la Cour d'appel de Cotonou. Cependant, ils ont été maintenus par les éléments de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues au Bénin au CERTID. Pour cause, ils seraient retenus pour une autre affaire relative à un blanchiment d'argent impliquant aussi un député béninois réputé dans la commercialisation de produits pharmaceutiques à travers des canaux illicites. Ils ont été finalement libérés le mercredi dernier par un collège de 3 juges des libertés et de la détention. Et créée le 26 octobre 2016 par décret pris en Conseil des ministres, la commission chargée de l'étude de faisabilité et des modalités de fusion de la police et de la gendarmerie nationale en vue de la création d'une force unique de sécurité a transmis mardi 18 juillet dernier son rapport au chef de l'État, le président Patrice Talon, présidé par le général Félix Ressou. Et composée de 12 membres, la dite commission a fait des recommandations pour la création de la police républicaine qui sera opérationnelle à compter du 1er janvier 2018. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé un parterre de hauts gradés de l'armée béninoise, dont le haut commandement militaire, les organismes interarmés, les patrons de la gendarmerie et de la police, et en présence de quelques membres du gouvernement. Autant de sujets que nous allons décrypter en 26 minutes d'émission. Et pour cet exercice, ce jour, je serai accompagné de Nelson Avademe de l'Océan FM et de Médéric François Gongon de Actu Express. On les retrouve pour le décryptage. Comme je l'ai annoncé en titre, le décryptage de ce jour. Pour le décryptage de ce jour, je reçois Nelson Avademe de Océan FM. Nelson, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir Médéric, de partager le plateau avec un ami. Médéric, bonjour. Bonjour. Alors, le Parti social-démocrate traverse alors une nouvelle tournure. Dans sa crise, nous avons le juge du tribunal de première instance de Cotonou qui a rendu une décision qui rétracte quand même son ordonnance qu'il avait donnée, qui était celle quand même qui interdisait l'organisation du congrès du parti. C'est-à-dire le congrès qui devait être organisé par l'aile de Gaulle. Qu'est-ce que cela vous inspire? Au-delà de la crise au niveau du PSD, nous sommes interpellés par l'existence des partis politiques au Bénin, des partis politiques qui étaient au départ des associations de développement qui se sont muées en groupes d'intérêt politique qui ont pris part des élections comme des clubs électoraux, des partis politiques qui difficilement ont donné la preuve d'un bon fonctionnement de partis politiques avec des écoles de partis, avec une animation à la base, avec des prises de position. Des partis politiques qui ont toujours joué le rôle d'équilibristes, collaborant avec le pouvoir, faisant de l'opposition pas abstraction, pas embrouillamini, pas juxtaposition, jamais par proposition alternative concrète. Des partis politiques, ainsi que l'on le constate, que ce soit au niveau de la Renaissance du Bénin, au niveau du PSD, au niveau des FCBE, et dans les semaines à venir, certainement, au niveau du PRD. Comme nous l'avions vu il y a cela quelques années avec le Parti national Ensemble qui était une subdivision du parti NCC, le phare qui provenait du parti phare, la FIA. Bref, nous n'avons pas de parti politique au Bénin. Et la crise actuelle est symptomatique de ce que lorsque les intérêts deviennent divergents, ceux qui s'étaient trouvés des raisons circonstancielles pour se mettre ensemble, concourir le pouvoir et les essais, en arrive à nous démontrer les limites au niveau de leurs relations. Les partis politiques, dans leurs anciennes formules, ont vécu. La crise au niveau du PSD est la preuve évidente
de ce que les élections présidentielles dernières, la prise de position des uns et des autres en faveur de tel ou de tel candidat continue de faire des vagues. Je rappelle à toutes fins utiles que si à la renaissance du Bénin il y a des problèmes, c'est parce que et le président de fils et le président d'honneur de père et la présidente d'honneur de mère ont eu à opérer des choix différents. Les fondeurs aujourd'hui sont dans une posture de vouloir participer au pouvoir actuel. Je rappelle à toute fin utile qu'au niveau du PSD, le président Golo avait choisi le président à Javon, pendant que le président Moussou, dans sa logique habituelle, avait opté pour l'équilibrisme, pour finalement mettre ses œufs dans différents paniers. En définitive, la décision du juge aujourd'hui, les juges sont fortement sollicités ces derniers moments pour connaître des affaires qui auraient pu quand même être réglées à travers les instances des partis. La décision du juge qui en vient à se rétracter par rapport à une position initiale interdisant au camp Golou de tenir son congrès est la preuve que le combat entre les ténors de ce parti s'est déplacé pour se situer aujourd'hui au niveau des tribunaux qui également ne nous donne pas la preuve, parce que lorsqu'un juge en si peu de temps se rétracte, moi je me demande qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps. Mais on ne peut pas mettre en cause la décision du juge, mais on peut l'apprécier, on peut la commenter. J'ai comme l'impression que la première décision aurait été diligentée par cette main invisible qui veut aujourd'hui imploser tous les grands ensembles politiques, tout simplement parce que l'échec cuisant lors de la démarche de recevabilité de la révision de la Constitution désigné pour l'exécutif comme les mains invisibles, nous donne la preuve que le chef de l'État, bien qu'ayant, vous m'excusez, oui, bien qu'ayant 4 anciens et nouveaux présidents de l'Assemblée nationale, Nago, Ejiko Alaole, Amoussou et Rumbedji, bien qu'ayant les grands ensembles politiques au niveau du Parlement, bien qu'étant sûr de ce que la majorité devrait être constituée pour lui permettre d'imposer un dictat au peuple, s'est retrouvé échaudé par cette minorité de circonstances qui ne lui a pas permis de continuer sa logique. Donc, qu'il nous a démontré qu'il a échoué lamentablement oui, sur le terrain politique pour la première. Le chef de l'État, disais-je, serait, selon nos informations et les faits concordants, à la base de la plupart des crises au sein des partis politiques, d'abord dans la logique de la recherche d'une nouvelle majorité politique. Et moi, je ne parlerai même pas d'une nouvelle majorité politique. Dans la logique de la légitimation de son pouvoir, parce que la légalité est établie, mais la légitimité s'est étiolée au sein de la population, et évidemment, les conséquences se sont transposées au niveau du Parlement. Le chef de l'État, dans cette logique de recherche d'une majorité, court à faire de la politique avec la ruse et la rage, comme on nous l'a promis, et au même moment, utilise le spectre du remaniement ministériel pour créer des troubles au sein des partis politiques, en agitant comme engagement collatéraux de l'initiative de recevabilité, en agitant comme engagement collatéraux les remaniements ou le remaniement ministériel pour les repositionnements. Donc en termes clairs, oui, la situation que vit le PSD, celle que vit l'AEB, la Renaissance du Bénin, celle que vit la FCBE, ce sont des situations qui participent de la politique du gouvernement actuel, du chef de l'État actuel,
de procéder à une recomposition de la classe politique. On ne peut pas lui dénier ce droit. Alors, mais oui. lorsque l'on met la malice et la ruse dans l'éthique et la morale qui constituent les fondamentaux de la politique dans le système de démocratie libérale, je me demande si nous n'allons pas fouler aux pieds l'essentiel qui constitue notre société, c'est-à-dire le consensus en toutes circonstances. Nelson Avadimé, est-ce que selon vous, Patrice Talon est véritablement l'instigateur de ces crises que traversent les partis politiques au Bénin? Je dirais non, parce que j'ai suivi Médéric le dire tout à l'heure, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Peut-être qu'il en a peut-être l'intention, mais ce n'est pas le cas. La crise à la RB, si je prends ce cas, ne date pas de l'arrivée de Patrice Talon. La crise à la RB était latente, elle était là. Et donc, l'arrivée, on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est l'arrivée de Patrice Talon qui a créé la crise. La RB était en crise depuis des années. Et ce, par rapport à la gestion clanique que dénonçaient les autres membres de la RB. Au niveau du PSD, c'est un fait qu'il y avait aussi une crise. On a suivi le professeur Massoubodi juste après que le président Golou soit choisi comme le président intérimaire. On l'a suivi. Donc, au sein de ces partis politiques, où la démocratie qui devait exister... Pourquoi maintenant? Non, mais écoutez, il y a un moment à tout. La démocratie qui devait exister au sein de ces partis politiques n'existe pas. C'est des clubs électoraux qui se réunissent, c'est des gens qui se réunissent, c'est-à-dire qui convergent vers un intérêt. Aujourd'hui, je crois qu'ils ne partagent plus les mêmes intérêts et les problèmes se posent. Moi, je ne vois pas forcément le gouvernement derrière cette crise. Il y a une crise qui existe au sein de nos partis politiques. Ils sont nombreux. Et Médéric l'a dit tout à l'heure. Au niveau du PRD, c'est la même chose. Vous avez suivi lors de la présidentielle passée, où le PRD a dit que nous soutenons le candidat Lionel Zissou. Il y a l'un des vice-présidents Biokou qui a dit qu'il ne soutenait pas le candidat de Lionel Zissou, le vice-président du parti PRD. Et donc, au niveau de ces grands partis, nous constatons qu'il y a un véritable problème. Et ce problème est né de la gestion de ces partis politiques. Alors, aujourd'hui, le juge se retraite. Je crois que l'ordonnance du juge a été claire. Le juge dit qu'aujourd'hui, qu'il autorise le PSD à organiser le congrès. Mais la question qui se pose, est-ce le camp Golou qui pourra organiser le congrès ou le camp Eboué qui pourra organiser le congrès? Parce que l'un dans l'autre, vous entendez le camp Eboué dire que Golou ne peut plus poser des actes au nom du parti parce qu'il a été déçu. Et de l'autre côté du camp Golou, on dit, c'est nous qui avons décidé d'organiser un congrès. Et le juge a interdit le congrès. Quelle est l'issue pour un consensus? C'est un congrès. Le juge a renvoyé les deux partis pour aller s'entendre. Il ne revient pas à un juge de choisir le président d'un parti et il faut organiser le congrès pour choisir le parti. Non, mais il faut organiser un congrès pour le parti. Et pour le faire, les deux camps doivent pouvoir s'entendre. Les deux camps doivent pouvoir dialoguer. Je crois qu'il n'y a rien de possible dans le cas d'Express. Il y a juste que il y a un camp qui a soutenu le président Adjavon lors de la présidentielle. Parlant de cela, on y voit une guerre entre Patrice Talon et Sébastien Germain Adjavon dans cette crise au PSD. Ben oui, cela dénote de cette crise. Donc c'est légitime. Quand vous voyez le président Amoussou, est le président de l'Union fait la nation. Et aujourd'hui... Cette union existe-t-il vraiment encore? Non, mais l'union existe. L'union existe. Il y a des partis qui sont membres de l'Union fait la nation. Alors, que le PSDA en arrive à quitter l'Union fait la nation, vous ne voyez pas que le président Amoussou serait un peu fragilisé? Et donc, je crois que la véritable crise qui se pose au PSD aujourd'hui, c'est le retrait ou non de ce parti de l'Union fait la nation. Les deux partis doivent pouvoir s'entendre. La guerre par médias interposés ne réglera pas la crise au niveau de ce parti. Et il importe que le ministère de l'Intérieur puisse jouer un rôle vraiment neutre dans cette crise. Et on a l'impression qu'il prend parti dans cette crise. Et c'est ce que je dénonce. Le ministère de l'Intérieur, à travers le ministre Kalafiya, doit pouvoir jouer un jeu très neutre dans cette crise pour permettre aux partis de trouver une solution. Mais quand les courriers de reconnaissance je dirais des dissidents
tombe aussi vite que ça, cela pourrait prêter à confusion. Je crois que nous n'avons pas besoin de cela actuellement. Alors, Médéric, est-ce que vous voyez vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, vous affirmez que le gouvernement quand même est l'instigateur de cette crise et le ministre Akalafia qui est en train de prendre parti quand même pour l'aile de Bruno Amoussou. Est-ce que vous pensez que le camp Golou a quand même l'espoir de pouvoir redorer son image au sein de ce parti politique? Non, vous savez, la division que l'on observe au niveau des maires, au niveau des 6 communes du Koufo, dénote d'une partition du parti. Vous allez voir certains maires qui ont pu faire cause pour un camp et les autres pour l'autre camp. Il en est de même pour les députés aussi. Évidemment. Mais lorsque je vois les correspondances du ministre de l'Intérieur, dans la crise au niveau de la RB, dans la crise au niveau du PSD, je n'ai pas de doute pour affirmer que c'est le gouvernement qui manipule les dissidents en leur promettant des postes ministériels. Il faut appeler un chat un chat. Mais ce que les dissidents ne savent pas, c'est que fondamentalement, l'implosion de ces partis politiques favorisera prioritairement les mouvanciers aujourd'hui, les pseudo-politiciens, les néophytes politiques qui sont à la recherche de fief. Je donne l'exemple, par exemple, le ministre Diogbenou, il doit le savoir, que s'il se présentait demain à Cotonou, sans l'aval de candidat Zanaï, il ne sera même pas chef vent. Il n'a été élu que parce qu'il était sur la liste de candidats Zanaï. C'est la même chose pour Odin Nagati. C'est la même chose pour Nobimé. C'est des gens qu'on ne connaissait pas, même jusqu'à aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais vu Nobimé. Et pourtant, je suis né à Cotonou, je suis né à Guécom, je suis à Plakoli, j'ai grandi à Sikakoli. Je ne l'ai jamais vu en tant que député. C'est pour vous dire que lorsqu'au niveau du plateau d'Abomey, il y aura une implosion au niveau de la Renaissance du Bénin, c'est au dépend des frondeurs. Parce qu'on verra les néopoliticiens du pouvoir en place commencer par s'infiltrer, se chercher de place, et dans la logique de calcul. Parce que, ne l'oublions pas, c'est un scrutin de liste. Dans la logique de calcul, vous pouvez avoir des gens qui sont élus députés aujourd'hui, au niveau de la RB, qui auront de plus fortes moyennes, mais qui ne passeront pas. C'est vrai qu'on peut aller vers un redécoupage électoral, et on peut avoir au niveau de la 23e ou de la 24e deux autres circonscriptions électorales. Et il le faut d'ailleurs, parce qu'on était 63 pour les 2 premières législatures, je crois. On est 83 pour 5 législatures. Et la population évoluant, il va falloir aller vers le respect du ratio population, député ou électeur, député. Le même cas va se poser au niveau de du PSD. Mais malheureusement pour les mouvanciers, au niveau du PSD, l'ancrage du parti, ce parti qui n'a pas été créé par Bruno Amoussou, contrairement à ce que les gens disent. Moi, selon mes informations, c'était Félix Essou Dansou, quand le président Bruno Amoussou était encore en exil, qui avait créé le parti. Mais finalement, le président Bruno Amoussou s'est imposé comme le leader charismatique. Et beaucoup se retrouvaient à travers lui. Donc, le point ne se pose pas. Tel que ça se passe aujourd'hui, le président Patrice Talon est à la recherche d'une majorité politique. Les frondeurs au niveau de chaque parti lorgnent du côté des postes ministériels. Et ça justifie également la lenteur que prend le remaniement, parce que quand on aura ce remaniement, vous allez voir, il y aura des insatisfaits, et les 59 ou 60 qu'on a dans le bloc de la majorité présidentielle au Parlement, vous verrez 20 qui partiront en même temps. Et c'était au rôle des positions biaisées. Nous l'avions dit, prenons date, nous allons constater après. Mais allons dans le cas d'espèce, allons vers la réforme du système partisan. Exactement, je l'ai souligné ici. Et c'est là où je regrette la non-recevabilité du projet de révision de la Constitution. C'est vrai que je n'étais pas d'accord par rapport à la démarche, où on a mis 500 millions pour un travail que
3 personnes peuvent faire en 2 jours, où on a donné 5 millions aux députés pour aller sur le terrain. Mais est-ce que vous avez des preuves? Je vous en prie. Je vous en prie. Les députés même l'ont dit, c'est pas moi. Il y a des députés qui ont dit. Il y a des députés qui ont même dit qu'aujourd'hui, on fait des virements aux députés. C'était 2 millions. Aujourd'hui, ce serait 3 millions par mois, en dehors de les salaires. C'est les députés même qui parlent et en public. On n'invente rien. Ne pas le reconnaître, c'est desservir ce peuple qui a besoin de la vérité. C'est pour cela que je regrette qu'on ne nous a pas donné l'occasion de discuter, de populariser, de nous approprier cette idée. Parce que c'était bien de vouloir des réformes, parce qu'on n'a pas de statut de l'opposition. Le système partisan est ce qu'il est. Les partis politiques sont des partis régionaux, sectaires. C'est des clubs. C'est des clubs électoraux. Donc c'est des partis politiques qui n'arrangent pas le jeu, qui n'animent pas la vie publique, qui ne prennent des positions que lorsque on les a mis dans le pouvoir, que lorsqu'on leur a donné des postes. Bref, ce sont des partis politiques alimentaires qui ont des considérations nombriliques. Donc, on aurait pu permettre au chef de l'État, au peuple, j'allais dire, de discuter, mais il y a eu tellement de la politique aérienne, et en lit de mire, il y a l'implosion de la majorité qui a amené le chef de l'État au pouvoir. Parce que quoi qu'on dise, le chef de l'État n'a eu que 23, 24%. Et ce sont ceux qui ont eu 23 ou 24, on le qualifiait de deuxième SECO, et tous les autres qui lui ont permis d'être au pouvoir. Mais lorsque on a commencé par nous dire que ça a dit avant, Talon pourrait se faire élire. On a commencé par mettre en valeur les intérêts des autres, où les 65% sont devenus 23 à 24% bruts pour le partage du pouvoir. C'est normal aussi qu'on ait un prolongement de la lutte d'insatisfaction, d'implosion de la majorité aux 65%, qu'on ait ce prolongement au niveau du Parlement. Et c'est cela qui a causé un peu le spectacle regrettant que nous avons constaté. Sinon, on aurait pu aller vers cela, discuter du système partisan, rendre rigide les partis politiques, essayer de les amener à avoir des tests qui les mettraient à l'abri de ce qu'on a aujourd'hui, et qu'on ait des partis politiques véritablement dans l'animation de la vie publique pour aiguiser la conscience civique du citoyen, de manière à amener le Béninois à ne plus choisir parce que c'est mon frère, parce qu'il a l'argent, mais à choisir parce que des gens ont des propositions alternatives et à nous donner la preuve, et dans leur comportement, dans leur vécu, comme dans leur parchemin. Nous allons évoluer dans ce décryptage. Nous allons passer à présent à un autre sujet, le sujet relatif à la fusion de la police et de la gendarmerie. Le temps nous est un peu avancé. Nelson Vademé, est-ce que vous pensez réellement possible la fusion de la police et de la gendarmerie? Est-ce que vraiment ça va régler les problèmes d'ordre de sécurité au Bénin? Mais si les spécialistes des questions de sécurité l'ont dit, je crois la commission, la commission du général... de façon publique, ils le disent, mais en privé, on dirait qu'ils ne partagent pas cet avis. Ben, écoutez, de toute façon, le rapport, en tout cas le rapport que moi j'ai lu, c'est que cette fusion, elle est possible et qu'on peut aller vers cette fusion. Ce qui est vrai et qu'il ne faut pas se le cacher, c'est que au niveau de ces deux forces, je veux parler de la police et de la gendarmerie, il n'y a pas cette symbiose qu'il devait avoir pour que le travail pour lequel chacune de ces forces a été, je dis, créé, puisse être fait. On constate qu'il y a je dirais, une guerre de leadership en ces deux forces. Et cela n'arrange pas la sécurité publique au pays. Vous voyez ce qui se passe un peu dans le pays. On est arrivé à une époque même où on a vu des policiers et des gendarmes se battre dans ce pays. Et donc, à partir de ce moment, vous comprenez que c'est la sécurité des personnes et des biens qui prend un coup. Alors, si nous allons vers la fusion et que les résultats escomptés, en fait, c'est-à-dire les problèmes qui ont été décelés, qui ont amené vers la fusion peuvent être réglés. Moi, je dis bravo. La commission qui a été installée du général Khessou a dit que la chose est possible et désormais, nous aurons une police républicaine. Alors, j'attends que les propositions qui ont été faites par cette commission soient véritablement mises en œuvre, mais en regardant un peu le contexte qui est le nôtre pour que nous n'ayons pas des disparités et faire en sorte que les agents de force et de sécurité, ceux-là qui vont travailler au niveau de cette police républicaine, puissent être bien lotis. Vous serez d'accord avec moi quand je vous dirai que aujourd'hui le véritable problème de nos forces de l'ordre, c'est qu'il n'y a pas de motivation. Et on en est même arrivé à créer un deuxième syndicat au sein de la police qui est un mais aujourd'hui, ils sont interdits de syndicats. Non, mais écoutez,
de toute façon, il y a 2 syndicats au sein de la police. Le syndicat de la police et le syndicat des gardiens de paix et brigadiers de paix. Cela veut dire qu'il y a une crise latente dans la maison. Il y a une crise de confiance entre ceux qui gèrent aujourd'hui nos forces de sécurité publique. Pour régler cela, il faut les unir. Je dis qu'il faut l'union de ces 2 forces pourrait être bénéfique pour le pays. Est-ce que vous pensez réellement, Médéric François Gogo, que l'union de la police et de la gendarmerie serait quand même la solution idoine pour régler les problèmes d'ordre sécuritaire à Cotonou et environ? Vous savez, la mutualisation des forces concourt forcément à plus d'efficacité. Et lorsque moi je vois le général Ressou à la tête d'une commission, je ne connais pas le contenu du cahier de charge. Parce que lui, il n'a travaillé que sur la base d'un cahier de charge qu'il a été remis. C'est parce qu'on veut tel objectif et on l'a mené à biller, à donner éventuellement sa caution morale. C'est un technicien rompu. J'ose espérer que le travail déposé sera exploité à bon escient. Mais j'ai des inquiétudes. Des inquiétudes fondées par le spectacle désobligeant que je constate aujourd'hui au niveau déjà des carrefours où l'on a été obligé d'enlever, où on ne voit plus les policiers là où on devrait les voir, où on voit beaucoup plus les gendarmes, où le travail n'est pas fait comme cela se doit parce que les gendarmes n'ont pas été formés pour faire la sécurité dans les zones urbaines, pour par exemple réguler la situation. Le spectacle est désolant au niveau du carrefour du CEG Godomain, au niveau du carrefour du cinéma de la pharmacie Concorde, au niveau du carrefour Rivière Coco-Kodji, les coins que je parcours tous les jours. Lorsque je vois un peu les cas de ralentissement de circulation ou de go-slow, la manière dont ça se gère, je me dis les gendarmes ne sont pas formés pour ça. Mais on me dit que c'est en 2018 que ceux-là rentreront, que la fusion... Janvier 2018. Moi, j'ai comme l'impression qu'on va encore vers un échec. On a déjà connu l'échec de la révision de la Constitution. Non, on a connu... Mais on va pas souhaiter que... Je développe, je ne le souhaite pas. Mais je n'ai aucun intérêt à caresser le pouvoir dans le sens du pouvoir. Mon rôle d'objecteur de conscience, c'est d'anticiper. Mais il est aussi bien d'encourager le pouvoir lorsque des actions... J'ai eu des préalables. J'ai eu des préalables. Bien sûr. J'ai une démonstration. Bien sûr. Suivez ma logique. Oui. La mutualisation des forces apporte forcément une efficacité. Le général Ressou est doté d'une expertise et on ne peut jamais douter de son professionnalisme, à condition de connaître la nature des cahiers de charge. Qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? Le cadrage qu'on lui a établi. Mais ça ne m'empêche pas de faire l'analyse déjà. Parce qu'il y a un début d'expérimentation. Les gendarmes, nous sommes calqués sur l'expérience de la France. Non, je crois. Je vais finir, vous allez parler. Je crois ce dont vous parlez. Les gendarmes que vous retrouvez un peu au carrefour dont vous avez cité les noms. En fait, le problème qui s'est posé, c'est qu'on a constaté qu'il y a à ces carrefours, il n'y a pas des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a un manque de personnel au niveau de la police que nous déplorons tous les jours. Et donc, à partir de ce moment, on amène les gendarmes pour pouvoir supplier la police. Mais ils ne les supplient pas. Ils les remplacent carrément, on voit même plus les policiers à des endroits. Et ils ne connaissent pas le job. Les gendarmes, quand les Français, nous sommes calqués sur le modèle français. Dans la lutte contre le terrorisme, on a une mutualisation des forces. Mais lorsqu'on dit gendarme, on connaît le rôle des gendarmes, historiquement et actuellement. Lorsqu'on dit policier, on va nous dire aujourd'hui qu'on veut fusionner. Moi, je pense encore une fois que les objectifs sont ailleurs. Et on aura le temps de le voir. Ce n'est pas pour l'efficacité. La preuve, aujourd'hui, il y a l'efficacité au niveau de la sécurité. Depuis quand vous avez encore entendu parler de braquage dans la zone de Topa? Quand le jeune préfet que tout le monde critique a trouvé l'astuce en empêchant que les motos ne pénètrent la zone commerciale. Parce que les gens n'opèrent pas avec les voitures. Les gens opèrent avec les motos et arrivent à sortir. Mais lorsqu'on dit que les motos, c'est désormais motocyclistes pieds à terre, vous avez vu, il n'y a plus de braquage. Mais vous avez vu quand les policiers ont détecté les lignes de délinquants à Bodje, partout, ont été les liquidés. Vous avez vu qu'il n'y a plus tellement de braquage. Là, on n'a pas besoin de mettre les 2 forces ensemble pour avoir on a l'efficacité. Parce que le préfet, de stratégie. Parce que le préfet, il a piégé. On peut être contre lui pour une raison ou pour une autre. Mais sur ce plan, moi, je lui décèle
Un réel satisfait. Allez à Dantopa et demandez aujourd'hui pourquoi il y a plus. Donc les gens circulent avec de l'argent. Maintenant, si tu voles, à l'entrée, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des militaires pour t'arrêter. Donc je crois que ce n'est pas encore une énième manière de nous endormir pour aller mutualiser également les fournitures, les achats de treillis, les achats de Rangers, les achats de gamme. Quand on sait qu'on en a acheté tellement ces derniers moments, et on croirait même qu'on est en guerre. Il faut quand même doter les forces de sécurité du matériel entreposé. Et c'est une première. Nous avons un dernier sujet que nous avons pas encore évacué. Il faut décerner satisfait et dire que c'est une première. Mais il faut donner à manger au peuple. Le peuple a faim. Et lorsque j'ai vu les chars qui étaient amenés et entreposés, vous savez ce que j'ai fait? Je suis revenu le soir. Et j'ai vu des peintures qui s'enlevaient déjà. Au niveau des chars qu'on a achetés à prix d'or. Parce qu'on sait qu'au niveau de l'armée, c'est du gré à gré. Et j'ai vu, j'ai feuilleté les gardes. J'ai enlevé mon costume, j'ai enlevé ma cravate, j'ai mis une casquette, j'ai plié mes manches. J'ai été là, j'ai enlevé les peintures. Ce que j'ai vu, ceux qui nous ont acheté ces choses-là, ils savent ce que moi j'ai vu. Alors, le dernier sujet, nous allons rapidement dire deux mots dessus avant de mettre un thème à cette émission. Nelson Avademe, nous avons les internautes pakistanais qui ont subi quand même, qui ont partagé les gros titres avec cette affaire de découverte de 54 kg de cocaïne dans l'un de leurs conteneurs. Ils ont été libérés par la justice. Après, ils ont été arrêtés par l'OCETID parce qu'ils ont été rattrapés par une affaire de blanchiment. D'aucuns trouvent que quand même, c'est une méthode du gouvernement pour pouvoir quand même coincer quand même ces opérateurs économiques dont on ne sait pas les raisons motives qui les opposent au gouvernement. Le Bénin est un État démocratique, c'est un pays de droit. Et lorsqu'un juge, et de surcroît la Cour d'appel rend une décision, il faut la respecter. Et je crois que ces agents indélicats, je veux parler des agents qui sont au niveau de l'OCERTI, s'amusent à avoir ce genre de comportement. Je dis que c'est dangereux. La Cour d'appel a rendu une décision par rapport à la liberté des Indo-Pakistanais. Il faut la respecter. Mais il les avait retenus pour une autre affaire. Écoutez, pourquoi? Mais attendez, selon les informations que j'ai reçues, c'est que ces deux Indo-Pakistanais n'étaient même pas encore libérés. Lorsqu'ils sont allés, on est allé les chercher au niveau après la décision, on est allé les chercher au niveau de la prison civile pour les interroger par rapport à une histoire de blanchiment d'argent. Je crois que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les juges de la Cour d'appel, les juges indépendants de la Cour d'appel ont statué. On peut ne pas être d'accord avec une décision de justice, mais une décision de justice dans un pays démocratique, elle se respecte. On peut la commenter, on peut avoir son avis personnel, mais je dis, nous sommes encore dans un état de droit, et il faut faire en sorte que le Bénin reste un état de droit. Et je voudrais rappeler le ministre Diogbenou, je voudrais lui dire de faire en sorte que la justice continue d'être indépendante. Parce que lorsque tout est pris dans un pays, c'est seule la justice qui est capable de nous délivrer. Alors, Médéric, pour finir, est-ce que l'OCETID est quand même habilité à traiter des questions de blanchiment d'argent? Parce que ça, lorsqu'on parle de blanchiment d'argent, c'est pas un délit qui est rattaché au trafic de stupéfiants. Et si l'OCETID se retrouve cette qualité, et forcément c'est qu'il doit avoir une petite parcelle entre les deux affaires, où on peut dire que on mettait l'activité... L'argent de drogue servait à blanchir, où ça revienne de manière claire. Mais dans le cas de figure, pour avoir été échaudé, presque roni par la Cour constitutionnelle à 12 reprises, en moins d'un an d'exercice, pour avoir connu un échec cuisant dans le dossier Sébastien Adjavon et par rapport à la procédure éventuellement, par rapport à tout ce spectacle désolant qu'on a offert au peuple, je crois que le gouvernement devrait faire économie au peuple de la non-mise en exécution d'une décision de justice. Je me félicite de l'indépendance retrouvée de la justice. Je me désole de ce que
des Indo-Pakistanais qui aient investi des milliards dans une filière soient traités de la sorte. On aurait dû, pendant qu'ils étaient en détention, adjoindre le dossier de blanchiment d'argent de manière à les charger. J'ai comme l'impression que le gouvernement, le parquet a été surpris par l'adhésion de Relax. J'aimerais croire que la confiscation de la filière cajou, dans laquelle opéraient les Indo-Pakistanais, qui seraient aujourd'hui dans les mains des proches du pouvoir, ne serait pas la base de cette démarche de vouloir priver deux contributeurs de taille de leur liberté. Cela pourrait créer des antécédents graves, cela pourrait mettre à mal les relations entre l'Inde, le Pakistan et le Bénin, et je pense que les Béninois peinent à manger 2 repas par jour. Les Béninois ont tous les problèmes de la terre et il ne faut pas qu'on en a. C'est un peu trop dit. Les Béninois me suivent. Les Béninois nous suivent, mais vous ne pouvez pas quand même dire que les Béninois ont tous les problèmes. Je crois que le salaire, on n'est pas en cessation de paiement de salaire. On n'est pas en cessation de paiement du salaire. Bon, j'espère qu'on ne procède pas par des pensions au niveau des grandes sociétés d'État. J'espère que les emplois obligataires, à reprise, à foison, dont on ne l'aura jamais compte, ne permettent pas de payer les salaires. Il y a des réformes, c'est de l'amateurisme. Des réformes pour assainir les finances publiques qui sont en cours. Oui, il n'y a pas de réforme. Non, ces réformes ont donné leur fruit. Je crois qu'on peut quand même reconnaître de l'État. On peut reconnaître ce qui est fait. 2018 est en préparation, pendant que le budget de l'État, exercice 2017, n'est pas encore mis en œuvre, même si on arrive à ouvrir des couloirs pour servir les copains, les coquins et les membres du clan. Ce que je dis de l'État, si vous dites que le budget 2017 n'est pas fonctionnel, mais comment fonctionnent les ministères? Comment fonctionne? Non, mais moi je connais des ministères. Non, mais écoutez, les plans de travail annuels des ministères, les plans de travail annuels des ministères. Oui, mon respectable jeune confrère. Mais les plans de travail annuels des ministères actuellement sont en revue. Et on ne peut pas dire que des ministères ne fonctionnent pas. De toute façon, on peut déceler. Ceux qui travaillent dans les ministères nous écoutent. Médéric, on peut déceler des failles. Il faut dire pour comprendre, mais dire que oui, cher Eric, les réformes, il faut les faire. Vous connaissez l'état du pays de 2006 à 2007. Alors il y avait des problèmes. Un pays où on passait actuel qui nous a mis dans ces problèmes. Un pays où on passait tout le temps. C'est le président qui nous avait mis dans ces problèmes. Les ressources qui étaient dilapidées. Les ressources de l'État qui étaient dilapidées. On passait tout le temps. Mais c'est le président Patrice Talon. Qui a gagné les matchs de soutien en 2006, le président Patrice Talon a gagné les matchs de soutien. Mais c'est pas lui qui a gagné les matchs de soutien. La filière de véhicules d'occasion, où les gens se mettaient plein dans les poches, c'est toujours le président Patrice Talon qui le faisait. n'a pas de problème. Non, mais écoutez, je dis, de toute façon, je dis, il y a des réformes qui s'opèrent. Il faut encourager ces réformes. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est pour arranger les presses locataires de la République. Attendons la finalité des réformes. On ne peut pas mourir avant qu'on le dise. Mais de toute façon, je dis que il y a un siphonnage, il y a du vol des ressources publiques en qualité industrielle. Le président Patrice Talon est venu voir l'État dans quel pays? Vous aurez le temps de revenir. Il est venu voir l'État dans quel pays? Il n'a pas dit, c'est lui qui a géré, il y a eu tout le temps. Ah oui? Vous ne le savez pas ou bien vous êtes très jeune. Vous le procèdez. Non, merci. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Merci pour les échanges aussi houleux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le week-end prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à vous.